Et bienvenue à cette conférence consacrée à la marque personnelle. J'ai le plaisir de vous accueillir ici ce soir avec toute l'équipe du U-Club et nous tenons à vous remercier chaleureusement de vous être déplacés à cette conférence. Durant cette conférence, on va donc parler de la marque personnelle car dans un monde toujours plus compétitif, toujours plus connecté, votre image, votre réputation sur les réseaux joue un rôle toujours plus important dans votre carrière. Donc aujourd'hui, on a la chance d'avoir un panel d'experts avec nous qui vont nous parler des différents aspects de la marque personnelle avec la présence de Maria, de Dylan et de Dan. Et je vous souhaite à tous de profiter de cette soirée pour échanger des idées, en apprendre davantage et également réseauter, notamment lors de l'apéritif de clôture qui a été gentiment offert par notre sponsor AXA. Alors, j'ai un grand plaisir de vous accueillir ici et représenter ici la HEG. Je donne les cours ici, principalement en marketing. Une grande spécialité qu'on a aussi, c'est aussi le marketing de soi, leadership. Certains d'entre vous me connaissent, les autres moins. Certains ont déjà subi mes cours, les autres ont participé un petit peu dans le training. Et j'ai un grand plaisir de partager cette passion que j'ai dans le développement personnel avec une équipe juste incroyable de U-Club, qui justement est là pour organiser cet événement. Et c'est pour nous aussi très agréable et très sympa de vous voir si nombreux. Même s'il y a l'apéro, heureusement vous êtes quand même là avant l'apéro, donc ce n'est pas que l'apéro, à ce qu'il paraît, qui vous a amené ici. Donc n'hésitez pas de poser les questions. On a prévu la table ronde après, comme ça vous voyez les trois présentations. Vous voyez trois points de vue, pas très différents d'ailleurs, comme par hasard, mais les angles complètement différents de la marque personnelle parce que de plus en plus, ça prend aujourd'hui l'importance de cette thématique. Et peut-être ce n'est pas très discret de le dire, mais en 2014, il y a quelques ans de ça, moi j'étais la première à commencer à parler de la marque personnelle. En plus, j'ai commencé en Suisse romande, en Suisse alémanique, j'imagine aussi. Et on a discuté avec Dan tout à l'heure, qui est super connu dans le domaine, qui est super connu dans la région, mais plus que ça, dans le marque personnelle. Et puis, en 2014, tout le monde me disait « Maria, tu es vraiment une folle ». Parler de la marque personnelle, c'est-à-dire vouloir mettre les étiquettes, vouloir vendre les personnes, en plus dans le canton, presque le plus protestant de tous les cantons dans la région. Ça ne se fait pas. C'est pas bien vu, ça ne sert à rien. Et pourtant, on voit qu'avec le temps, ça se développe, avec le temps, ça prend de plus en plus d'importance. En fait, justement, quand j'ai commencé en 2014, et Samantha, que vous avez vu tout à l'heure, et Dylan, que vous allez voir juste après, ils étaient les premiers à subir cette initiation à la marque personnelle, et heureusement, on était bien alignés, et c'est pour ça que c'est avec eux qu'on a co-créé U-Club après, pour se rendre compte que finalement, il y a quand même le sens et de l'intérêt à créer sa marque personnelle. En 2014, il n'y avait pas de livres, il y avait très peu de réseaux sociaux, il y avait très peu de communication là-dessus, en contraste avec ceux qu'on a aujourd'hui. Et moi-même, j'ai dû aller chercher les différents livres. C'était les livres sur les bonnes manières, c'était les livres sur le réseautage, et vraiment construire bout par bout qu'est-ce que c'est marketing de soi. Qu'est-ce que c'est la marque personnelle, à quoi ça sert, pourquoi est-ce qu'on en a besoin. Et juste pour qu'on soit un petit peu aligné, je vous dis, je vais essayer de ne pas faire un cours ici, même si voilà, mes cours, c'est toujours assez interactif. Mais qu'est-ce que c'est marketing de soi? Oui, c'est de se mettre en valeur, oui, c'est de se mettre en lumière, mais ce n'est pas forcément ce concept très américain qu'on va se mettre sur la table et en créer « je suis le meilleur, je suis le plus visible, je suis le plus fort », etc., etc. Moi, je me suis dit qu'on peut dire que marketing de soi, c'est marketing personnel, c'est de mettre en lumière auprès de bonnes personnes, tant mieux si c'est au bon moment, les différentes caractéristiques qui nous différencient des autres. Ça peut être les connaissances, ça peut être les expériences, ça peut être l'expertise, ça peut être plein d'autres choses, tant que c'est cohérent. Tant que c'est bien placé, tant que c'est bien argumenté et bien présenté, ça peut être que du bonus. Mais justement, je voulais partir de ce concept très ostentatoire en disant que voilà, je,
et vous présenter et vous faire réfléchir sur la marque personnelle un petit peu de façon un petit peu plus psychologique ou peut-être un petit peu plus philosophique parce que finalement, qu'est-ce qu'on va vendre? Qui je suis? Qu'est-ce que je veux mettre en avant? Comment est-ce que je vais le faire et pour qui et pourquoi et comment et quand? Et avec les deux autres présentations tout à l'heure, vous allez voir comment est-ce qu'on va le faire sur les réseaux sociaux, comment est-ce qu'on va le faire dans la vie de tous les jours. Donc, d'autant plus enregistrer quelques idées que je vais partager avec vous. C'est pour ça que pour moi, dans mes cours, dans mes trainings, dans les différents coachings que je fais ici ou ailleurs, je rajoute toujours la notion de le management de soi. Donc, connaissance de soi, l'alignement, qui je suis vraiment, réellement, parce que on connaît les marques super différentes, tant que c'est cohérent, tant que c'est authentique, tant que c'est honnête, ça va être plus fort. Et donc, justement, j'aimerais bien rajouter cette partie de management de soi, de connaissance de soi, après développement éventuellement s'il le faut. Et bien sûr, après, voilà, développement de ce matière, développement de ce domaine. Je pense que vous connaissez qui est Jeff Bezos, le fondateur d'Amazon, assez connu. Il donne plein de conférences. Il est assez médiatisé, une des personnes les plus riches au monde, qui partage volontiers ses visions de choses. Et je pense que sa définition de la marque personnelle, qui est le plus basique, le plus standard et le plus applicable aussi. Donc, c'est ce que les autres vont dire de vous quand vous n'êtes pas présent dans la salle. Et là, on commence à réfléchir. Qu'est-ce qu'ils vont dire sur moi? Plusieurs personnes parmi vous vont me connaître, on a fait les cours ensemble, on a fait plusieurs choses ensemble, les autres pas du tout. Et bien sûr que ça va être deux choses complètement différentes. La première impression sur une chose, vous voyez la dame rentrer, faire le départ de la conférence. OK. Qu'est-ce qu'on peut dire sur elle? Comment est-ce qu'il est habillé? Comment il se comporte? Comment est-ce qu'il salue? Comment est-ce qu'il parle? Une fois, d'ailleurs, ça m'est arrivé, c'était drôle, j'enregistre relativement souvent les chroniques radio ici à la RTN. Et puis une fois, je fais sur différentes thématiques, ça peut être marketing, ça peut être développement personnel. Et puis une fois, dans une soirée, on commence à discuter avec une personne que je ne connaissais pas. Elle me dit « Ah tiens, je reconnais votre accent parce que... » Voilà. J'ai un accent d'origine, ce n'est pas vraiment neuchâtelois, comme vous voyez le nom de famille, ce n'est pas vraiment de la région. L'accent qui va avec, et puis il dit je me rappelle de votre intervention à la radio. Ah oui, c'est cool, au moins quelqu'un a entendu, ça c'est déjà bien. Je dis est-ce que c'était bien? Oui, c'était très intéressant. Je dis sur quoi est-ce que c'était? Parce que, comme je dis, j'ai plusieurs thématiques. Je me rappelle plus sur quoi c'était, mais ce n'était pas si con. Je dis bon, heureusement, ce n'était pas trop con. Déjà bien. Donc, c'est l'accent, c'est la manière de parler. On ne se rappelle pas de la personne. Le nom de famille Bachoutkina, franchement, il faut bien s'entraîner pour pouvoir le prononcer. Je ne parle pas de mémorisation. Mais la personne a tout de suite reconnu, tiens, il y avait un accent, il y avait une manière de parler, il y avait un certain message, ce n'était pas très con, peu importe le message. Donc, il y a quand même une impression qui va rester. Donc, quand on parle de la marque personnelle, bien sûr que c'est la réputation. Pour ceux qui ont subi mes cours, pour ceux qui ont été dans mes trainings, presque tout le monde peut me caractériser d'une certaine façon. Les autres, de façon complètement différente, quelle impression je vais donner. Et donc, dans la marque personnelle, on a deux choses, la réputation et la personnalité, qui va tout de suite parler de moi. Même si je n'ai pas envie de vous parler, même si je n'ai pas envie d'interagir avec vous, vous voyez quelqu'un, vous voyez moi dans le couloir, vous voyez une autre personne, vous avez tout de suite votre impression de la personne. Il n'a pas parlé, il n'a pas présenté, mais on a tout de suite certaines impressions de cette personne-là. Donc la marque personnelle, on veut ou on ne vend pas, dans tous les cas, on a. Et donc justement, le but de ces soirées, le but de mon intervention et de mes collègues tout à l'heure, de montrer comment est-ce qu'on peut l'utiliser, comment est-ce qu'on peut le maîtriser, comment est-ce qu'on peut le perfectionner pour utiliser comme il le faut. Moi, quand j'ai réfléchi à qu'est-ce que je vais vous présenter, qu'est-ce que pourrait être intéressant à réfléchir, qu'est-ce que sera intéressant de partager avec vous, je voulais au début appeler ma présentation comme ça.
La marque personnelle, c'est le défi d'être soi-même. Et c'est justement la base de toute marque authentique, c'est justement la base de toutes actions qu'on va mener si on veut le faire de façon authentique, de façon constructive et d'être impactant, c'est de vraiment d'être soi-même. Parce que si on se crée une image parfaite, si ça ne correspond pas dans la réalité par la suite, ça ne va pas durer comme dans tout autre domaine. Mais ce n'est pas toujours évident de vraiment rester soi-même. Ce n'est pas toujours super bien vu. Ce n'est pas toujours parlant à tout le monde. Et surtout, ce n'est pas toujours évident à maintenir parce que ça peut très souvent retourner, ça peut, j'allais dire comme dans le cours, que tout ce que vous avez dit peut être retourné contre vous, mais c'est justement autant d'assumer qu'est-ce qui se passe, autant d'assumer qui on est et d'essayer d'aligner non seulement la communication, mais toute l'activité, toute notre manière de s'exprimer, la manière même de se manifester comme on a envie de le faire tant que c'est cohérent. Et donc, quand on parle de la marque personnelle, je m'imagine que vous avez certainement vu cette photo où on va demander de différentes personnalités. Imaginons l'entretien d'embauche. Imaginons la sortie vendredi soir au restaurant dans un bar. Imaginez comment est-ce que vous avez choisi votre coiffeur, comment est-ce que vous avez choisi votre médecin, comment est-ce que vous avez choisi votre banquier. On choisit toujours les gens. Qui nous parle, qui nous correspond, plus ou moins, on va choisir telle et telle personne. Et on est tous différents. Autant avec la marque personnelle, autant avec la réflexion de qu'est-ce qui se passe, d'essayer de s'aligner avec qui tu es. Et justement, cette fameuse l'histoire qu'il faudra grimper sur l'arbre de la carrière, de la vie personnelle, de tout ce que vous voulez, mais chacun va le faire de façon complètement différente. Déjà, peut-être il ne faut pas que tout le monde essaye. Quand on est dans une situation comme ça, ça va être un petit peu plus compliqué que si on est peut-être dans cette situation-là. Donc, autant de se mettre en question qui je suis, où est-ce que je vais. Pourquoi est-ce que je vais et pourquoi je ne vais pas aller là où tout le monde veut aller, mais ce n'est peut-être pas pour moi. Et c'est pour ça que c'est très intéressant pour moi de voir la liste des inscriptions. On a très peu d'étudiants ici d'HEG, les étudiants en emploi, parce qu'on n'est pas encore dans cette réflexion. Et c'était un grand plaisir de voir les profils si diversifiés, non seulement les différents coachs, non seulement les différents entrepreneurs, mais je vois les gens travaillant dans les grandes boîtes avec les titres de poste assez intéressants. Donc finalement, la marque personnelle, pour répondre à la question qui, quand, comment, c'est pour tout le monde. C'est juste qu'il faut qu'on réfléchisse bien comment est-ce qu'on le construit et en fonction de quoi est-ce qu'on avance. Et voilà, c'est peut-être pour résumer qu'est-ce que et à quoi est-ce que va servir la marque personnelle, c'est de se connaître, se faire connaître et se faire reconnaître. Je ne veux surtout pas limiter à cette partie-là, se faire connaître, parce que oui, on peut dire plein de choses, mais pour ceux qui connaissent très bien le marketing, le positionnement, c'est ce que les autres disent de nous. Ce qu'ils ont perçu, ce qu'ils ont vu, ce qu'ils ont capté, non seulement, par exemple, à travers les posts en ligne, mais c'est aussi par rapport aux collaborations. Et la Suisse est un pays extraordinaire qui, déjà par sa taille, influence pas mal de choses. On va tout de suite connaître qui est meilleur dans le banking. On va tout de suite connaître qui est le meilleur médecin de la région. On va tout de suite connaître qui est le meilleur avocat dans le droit international sur toute la Suisse romande. Donc, justement, c'est les actions. Et la réputation et la bouche à l'oreille, bien évidemment, en Suisse, le grand classique, qui va marcher, qui va justement faire en sorte qu'on va être reconnu. Parce que très souvent, justement, c'est connaître, ça c'est déjà un bel challenge, mais ça c'est une chose d'avant, ça c'est toute une autre réflexion, ça c'est toute une autre activité à se poser les bonnes questions, savoir trouver les bonnes réponses, que parfois ça peut prendre un temps assez important. Donc c'est faire connaître
Et c'est ça ce qui est toujours reproché en disant que la marque personnelle, c'est pas modeste, c'est pas bien vu, il ne faut pas, etc. Mais c'est surtout ça. C'est faire reconnaître, et aujourd'hui, tout à l'heure, et avec Dan et avec Dylan, vous allez voir comment est-ce que ça peut être bénéfique, comment est-ce qu'on va travailler là-dessus, et comment est-ce qu'on va ramener ces notions à notre service et au service de nos partenaires, de nos clients, tout type de personnes qui sont autour de nous. Donc voilà ces 3 images que je voulais laisser en termes de marque personnelle. Très souvent, on dit justement, voilà, c'est ça la marque. Voilà, c'est ça mon image, c'est ça ma réputation, mais il y a plein de choses derrière. De nouveau, si on parle de la cohérence, si on parle de la force, si on parle de l'alignement, qui je suis, en quoi est-ce que je suis différent? Pourquoi je vais aller chez cette coiffeuse et pas chez un autre? Pourquoi je vais aller chez cet assureur et pas un autre? Pourquoi est-ce que je vais choisir ce coach et pas un autre? Comment est-ce que je suis perçue? Est-ce que tout le monde me connaît? Une fois, c'était très drôle pour moi. Je vous ai dit que je travaille ici à l'école. J'ai 2 casquettes. Donc, développement personnel. Je dirige les formations sur leadership, sur la constitution des équipes, sur marque personnelle ouverte au grand public. Et il y a une autre spécialité, marketing horloger. La région, Neuchâtel, ici on a le centre du marketing horloger. Et donc certains collègues, quand moi je suis dans le bureau avec 4 personnes, certains collègues arrivent avec quelqu'un externe qui travaille avec eux, donc rien à voir, on est tous dans des domaines complètement différents. Et ils présentent « Salut, ça c'est Maria, elle travaille dans le marketing de soi. » Très bien, ok, on a fait connaissance, la personne a discuté un petit peu, très bien. Le jour même, un autre collègue rentre dans le bureau. « Salut, ça c'est Maria. » Elle présente quelqu'un d'autre, externe de nouveau. « Ça c'est Maria qui travaille dans marketing horloger. » OK? Il y a un 3e collègue qui arrive, qui me présente. « Tiens, Maria, elle travaille dans le marketing, dans les cours du marketing. » 3 casquettes, perçues par les personnes complètement différentes. Tout ça c'est Maria. Tout ça c'est relativement cohérent. Je ne suis pas dans la médecine, je ne suis pas dans le compta, etc., etc. Mais les 3 personnes m'ont perçu complètement différent. Parce que j'interagis avec eux sur différents sujets. Est-ce que c'est fort? On va voir tout à l'heure Dan avec le positionnement très clair, Dylan avec la réputation irréprochable dans ce qu'il fait, et ça ne bouge pas. Donc, autant de réfléchir, qu'est-ce qu'on a derrière, qu'est-ce qu'on a fait de bien ou pas bien. Le chat, le fameux GPT. Tout le monde en a parlé et on a tous failli de faire la présentation en se basant sur le chat. On a tous vérifié qu'est-ce que se passe parce qu'aujourd'hui, c'est quelque chose de vraiment exceptionnel, vraiment très puissant. Et je vous ai dit que moi, j'ai commencé à construire le marketing de soi à travers le livre de bonne manière, etc. Bien sûr qu'aujourd'hui, il y a plein de livres, et en français, en anglais, il y a plein de choses qui sont très bien développées. Comment est-ce qu'on construit la marque, comment est-ce qu'on développe, à quoi ça sert, quelles sont les étapes, quels sont les points, etc. Mais ce matin, je me suis dit, tiens, on va voir. Qu'est-ce que l'intelligence va nous dire? Qu'est-ce que c'est le marketing de soi? Et puis, il m'a écrit quelques pages, 3-4 pages, sur différents domaines, sur différentes choses. Je me suis dit, tiens, qu'est-ce que finalement ça donne? Et finalement, qu'est-ce que donne marketing de soi? Aider les autres à bien nous percevoir d'une certaine manière, tout aussi personnel, tout aussi cohérent, très souvent au travail. On dit que la marque personnelle peut aider à construire l'estime de soi, peut améliorer notre connaissance et confiance de soi. Mais pour moi, c'est des choses qui vont avant. Est-ce qu'on a cette réflexion? Est-ce qu'on a intégré ces connaissances? Et tout à l'heure, je vais parler de difficultés à parler de soi. Et tout aussi cohérent avec l'estime. Bien sûr qu'on parle de certains types de cibles, on parle de normes, on parle d'avoir sa voix. Et toute autre chose, vous voyez, pour un certain marché, tout en étant dans la diversité. Tendance, valeur, vie, soi.
vous voyez, qu'est-ce qui ressort quand on parle de la marque personnelle? Et comment est-ce qu'on peut l'utiliser? Comment est-ce qu'on peut le maîtriser? Ça, c'est... Tout le monde connaît. Je ne vais pas réinventer la roue de dire que ça, c'est vraiment la base. Ça, c'est vraiment quelque chose qui nous aligne. Et c'était, vous voyez, Oscar Wilde, il y a un certain temps. Même si on parle de marque personnelle en Amérique depuis environ début du XXe siècle, donc en Suisse, c'est début du XXIe. En Amérique, ça commençait en XXe siècle. Là, on voit que c'est toute une autre perception d'être soi-même, d'être cohérent, d'être aligné, d'être perçu de façon que va être cohérent pour nous. Mais ce n'est pas toujours évident. C'est très facile à dire, de prendre sa place, de trouver sa place et après pouvoir l'affirmer. Très souvent, on va se trouver dans une situation comme ça, entre ce que j'ai envie de faire et ce qui est attendu. Est-ce que, en étant prophétie, c'est très bien de valoriser les différents mandats que j'ai à l'extérieur? Est-ce que c'est très bien de dire que je suis la référence dans tel et tel domaine? Est-ce que dans le canton protestant ou de manière générale en Suisse, est-ce que c'est ça ce qui marche? Et justement, quand c'est aligné, quand ça commence à être qui je suis, est-ce que je me connais? Ça commence déjà à être bien. Mais après, si je peux juste poser une seule question. Est-ce que vous pouvez la main? Pour qui c'est super facile de parler de soi? Heureusement, c'est bien pour ça que vous êtes au premier rang. Où il y a encore, heureusement, il y a 2-3 personnes au milieu de la salle, ça fait vraiment plaisir, ce n'est pas toujours évident. Pour différentes raisons, et justement, je vous invite, quand vous avez un moment, de réfléchir, quelles sont ces raisons-là? Parce que finalement, c'est ces choses-là, très souvent, qui nous, oui, ça nous retient, oui, ça nous ralentit, oui, ça nous fait plus de l'ombre que de bien. Je ne vais pas dire qu'il faut tout de suite les enlever. Je ne vais pas dire que c'est vraiment négatif. Mais si vous êtes là, aujourd'hui, ça veut dire qu'il y a une certaine réflexion. Ça veut dire qu'il y a un certain attente, l'intérêt, peut-être hésitation ou peut-être le questionnement à se mettre à réfléchir. Donc, si ce n'est pas tout à fait facile de parler de soi, mais qu'est-ce que exactement vous pourrez dire? On a tous les différents rôles. Ça peut être au travail, ça peut être aux familles, ça peut être la vie associative, etc., etc. Mais en dehors de tout ça, c'est les casquettes. J'ai parlé de moi dans différents domaines dans le marketing. Tout à l'heure, Dylan va se présenter. Lui, il est très actif dans différentes associations, en plus de son travail. Comment est-ce qu'on va jongler avec les casquettes? Quel est l'alignement? Quel est de nouveau le sens et qui je suis réellement? Parce que la marque personnelle, c'est justement à notre réputation, à nos activités, de rajouter cette petite graine de sel, de personnalité, de faire quelque chose vraiment de façon authentique. Parce que très souvent, c'est véritablement la marque personnelle qui va, dans le meilleur des cas, attirer ou, le contraire, faire fuir certaines personnes. J'adhère pas à tes visions, j'adhère pas à ta valeur, je partage pas les mêmes façons de travailler, ça me parle pas, je vais pas être avec toi en contact pour tel ou tel projet ou telle ou telle activité, etc., etc. C'est comme ça qu'on choisit nos partenaires dans la vie privée. C'est comme ça qu'on choisit notre employeur, c'est comme ça qu'on choisit nos clients, ou nos clients vont venir vers vous parce que, justement, ils ont vu cette différence. Oui, très important, on parle aujourd'hui de soft skills, de hard skills. Bien sûr, la base de métier, ça reste essentiel. Mais pourquoi cette personne vient vers toi et pas vers quelqu'un d'autre? C'est justement ça, c'est justement l'alignement et la personnalité qui va faire la base de la marque personnelle. Et bien sûr que la construction de la marque personnelle, c'est pour arriver à cette situation-là, pour qu'on attire les gens que je voulais être
comment dire, moins modeste, moins discrète, parce que l'exemple que je voulais donner ici, c'est une autre. Ici, on est dans une situation de travail où plusieurs personnes vont chercher cet expert dans tel et tel domaine. Mais je vais vous donner un autre exemple. Vendredi soir, on est au bar. Imaginons, bon, je vais prendre moi comme exemple, comme ça, je n'ai pas de problème avec le sexisme, discrimination, etc. Imaginez que j'ai personne et que je viens vendredi soir au bar pour trouver un copain. Si je me mets au bar comme ça, avec un décolleté encore plus... et la jupe encore moins courte, ouais, encore plus courte. Et si je me mets à disposition en disant que, les gars, c'est vendredi soir, je cherche quelqu'un. Qui va venir? Certaines personnes vont venir pour une connaissance très courte, on va dire. Jusqu'à environ samedi matin. Mais si je suis au bar avec des bons amis, je suis là vraiment pour m'amuser, pour profiter de bonne compagnie. Oui, prendre quelques verres ou quelques cocktails, ou j'aime bien le jazz, je déteste le jazz, c'est l'exemple fictif. J'aime bien le jazz, c'est pour écouter le concert ou pour danser, etc. Je vais rayonner, je vais m'amuser moi-même sans vraiment aller chercher des aventures jusqu'à samedi matin. Il y en aura plein qui vont venir, qui vont être attirés par moi-même. Peut-être à quelqu'un, je ne vais pas plaire, pour certaines personnes, un petit peu quand même. Ils vont venir chercher davantage d'informations pour connaître qui est cette personne qui est si rayonnante, qui s'amuse autant, qui profite de sa vie ce vendredi soir, qui est pleinement là pour profiter de façon cohérente. Et c'est justement ça, la différence. Poule, quand on attire les gens, quand on fait quelque chose qui nous correspond, quand on fait quelque chose qui nous plaît, quand on fait quelque chose... on commence à créer des histoires. Donc, pool, c'est attirer les gens vers soi. Quand on est bien dans ses baskets, quand on est bien dans nos activités, quand on est bien dans qui nous sommes, on a accepté tout ça, quand c'est cohérent, de nouveau. Et autre chose, push, quand on va envoyer plein de résumés, plein de CV pour le poste juste à peu près approximatif, ou quand on va, moi, au bar, vendredi soir, je vais chercher les gars, c'est là. C'est là. Ce n'est pas tout à fait la même approche. Ce n'est pas tout à fait la même énergie, ce n'est pas tout à fait le même résultat. Donc, il y a la marque personnelle et la marque personnelle. Il y a des approches complètement différentes. Autant de se rendre compte de ce qui se passe, autant de bien réfléchir là-dessus. Merci. Si vous avez les questions, remarques, objections, provocations, avec grand plaisir durant la table ronde, je laisse la place, je laisse la scène, même si on n'a pas de scène aujourd'hui, à Dan. Donc, on va se lancer pas plus tard que tout de suite. Donc, on m'a demandé de venir partager avec vous quelques éléments, quelques trucs, astuces, stratégies, bonnes pratiques, expériences personnelles par rapport au social selling et au personal branding ou la marque personnelle, ou comme vous voulez l'appeler, c'est complètement égal. J'ai décidé de vous parler de ceci sous un angle que j'ai qualifié de la fin de l'eau tiède. Alors, vous allez voir pourquoi. Si on arrive à... Bon, sinon, vas-y comme ça. On va y aller comme ça, je défilerai. Donc, la fin de l'eau tiède, c'est un défi assez violent pour moi parce que j'aime bien parler, j'ai pas mal de trucs à dire. Et puis, on m'a dit, j'ai 30 minutes. Donc, accrochez-vous. Je vais essayer d'envoyer du lourd et de la valeur. Donc, n'hésitez pas, si jamais on en parle après, s'il n'y a pas tout. Alors, pourquoi j'ai envie de parler avec vous ce soir de ceci et un peu de storytelling personnel, parce que je pense que c'est important que vous compreniez pourquoi je me sens à l'aise ce soir d'être parmi vous et ce que je peux partager avec vous et pourquoi je me sens un petit peu legit. Alors, il se trouve que je suis né dans les années 70, 75 pour être précis. Je commence à devenir un peu vieux. Fruit de l'amour à l'époque, ils sont divorcés depuis, d'un papa et d'une maman, ce qui est plutôt assez usuel. Un papa chanteur, musique hippie un peu raté, et une maman suisse-allemande carrée. Donc ça pourrait donner qu'un truc un peu bizarre, c'est-à-dire moi-même. Et du coup, assez rapidement, alors je suis désolé pour le défilement, mais assez rapidement, mes parents se sont rendus compte à l'âge de 3 ou 4 ans que j'étais un peu bizarre, quoi. Au début, ils se sont dit, bon, il doit être
d'abord plus lent que les autres, après plus rapide, puis après tête d'ampoule, freak, inadapté, dédoublement de la personnalité, j'ai tout entendu. Alors, pourquoi je vous raconte ça, mis à part le fait de, comme tu l'as dit tout à l'heure, que j'ai capacité à parler de moi-même, ça va. Mais c'est quand même intéressant parce que pour ceux et celles qui seraient encore un petit peu dans l'hésitation à parler d'eux ou de s'exposer d'une certaine manière, vous voyez que rien n'est perdu, puisqu'en fait, je souffre. Alors, à l'époque, on disait je souffre, à l'heure actuelle, je dis plutôt je bénéficie d'une espèce de super pouvoir, mais qu'aussi un handicap. En fait, à 3-4 ans, on a révélé chez moi un syndrome Asperger, de type autistique, ce qui me rendait complètement asocial. Vous voyez que ça va un tout petit peu mieux. Donc j'avais l'incapacité à parler avec d'autres êtres humains, ça va un peu mieux quand même si des fois il faut quand même que je me concentre un petit peu. Et puis à l'époque, j'ai développé comme je ne pouvais pas parler avec les gens, c'est beaucoup plus simple pour moi de parler avec les ordinateurs. C'est les premiers ordi, etc. Donc ça m'a amené assez naturellement vers ce qu'on pourrait appeler un digital born native ou un truc comme ça. Mais comme mes parents flippaient complètement, parce qu'à l'époque j'avais 4-5 ans et je m'occupais que d'affaires de la mafia italienne, pour les plus anciens d'entre nous, ils avaient enlevé, il y avait les Brigades Rouges qui avaient enlevé un type qui s'appelait Aldo Moro, qui était un politicien. Et puis en fait, moi j'étais persuadé d'avoir compris qui l'avait enlevé et pourquoi, mais qu'eux savaient aussi que je savais. Et qu'ils allaient venir me chercher, me trucider, en fait c'était assez bon. Donc mes parents m'ont emmené chez un certain nombre de pédopsychiatres jusqu'au moment où ils sont tombés sur un plus intelligent que les autres, qui a dit il n'est pas schizophrène, mais il a un truc qui est bizarrement câblé dans le cerveau. Et du coup, ils ont dit mais qu'est-ce qu'on fait ? Le pédopsychiatre de l'époque, plutôt que de me bourrer de médoc, a eu une très bonne idée, il a dit faut lui faire un truc le moins cérébral possible. Puis comme mon père, je vous rappelle, chanteur hippie, trouvait que les footballeurs étaient des abrutis qui couraient après un ballon, il s'est dit c'est génial, 22 types autour d'un ballon et pas besoin de réfléchir, on va gagner, nickel, on le met là. Donc du coup, ça m'a amené à faire pas mal de foot, ce qui explique mes jambes en arc de cercle, mais j'ai fait un petit bout de foot, mais ça m'a ouvert aux gens. Donc vous voyez, j'avais une capacité à parler avec les ordinateurs, puis le fait de pouvoir faire un petit peu de sociabilité via le sport, ça m'a amené à être un petit peu moins renfermé sur moi-même. Et puis, j'ai connu les ordinateurs à l'époque où ils ressemblaient à ça, où les jeux vidéo étaient sur une cassette audio. Je vois qu'il y a des gens qui acquiescent. Il fallait retourner les deux côtés de la cassette pour jouer au jeu, donc il ne fallait pas se tromper, parce que sinon c'était 60 minutes de foutu. Et puis surtout, les jeux vidéo coûtaient une blinde, donc, parce qu'après on est passé à des disquettes, il y en avait un gros tas, ça coûtait super cher. Et puis, alors moi j'ai trouvé mon premier business, puisque je suis entrepreneur depuis tout petit, donc je dirais 14 ans, bien en fait les jeux étaient tellement chers, j'avais un copain, son père était médecin dentiste, donc il a un peu de thunes. Il a acheté les jeux dans le commerce, il me les amenait, je craquais les jeux vidéo, puis je les dupliquais frénétiquement dans ma chambre d'ado. Puis on avait fait un truc où on envoyait en fait des listes papier dans les lycées, puis on vendait les 5 balles la disquette, quoi. Donc à la limite, les mecs qui s'en sortaient pour 50 balles au lieu de 350 balles le jeu, c'était le bonheur, on a fait une chier de cash. Et puis, à l'époque, c'était pas les scooters, hoverboard électriques, etc. La mode, c'était les boguets, les vélomoteurs, les machins, les push, les tchao, on pliait le guidon comme ça. Et puis, donc, j'ai commencé à les aligner les uns après les autres dans le garage, jusqu'à que mon père se rende compte qu'il ne se repartait jamais. Donc, je ne pouvais plus tellement lui expliquer qu'on faisait que de me les prêter. Puis une fois, il m'a chopé à part, il m'a dit « Fiston, tu ne vas pas me la faire, hein. Moi qui suis un peu dans le côté musical et un peu hippie, tu vends de l'herbe, quoi, ça joue. » Je dis « Non, je craque des logiciels. » Il m'a dit que c'était bien pire, donc du coup, on a arrêté. Donc, ça a mis fin à ma première carrière d'entrepreneur. Après, je me suis fait... on m'a dit que la vérité était ailleurs que de craquer des logiciels, donc j'ai été faire l'université, puis pendant 4 ans, on m'a bourré la tête en me disant « Vous êtes l'élite de la nation, et quand vous allez sortir de là, plus la boîte sera grande, plus vous serez heureux. » Alors j'ai suivi ce qu'on me disait, je suis allé travailler chez Nestlé International, où j'ai fait un bon bout de carrière, après j'ai été dans le domaine bancaire, mais finalement, je me suis rendu compte que ce n'était pas forcément mon truc. Et... je me suis retrouvé donc dans ce qu'on appelle parfois plus c'est gros, plus c'est beau, la Cubicle Nation, avec un bout de carrière sympa, je peux vous parler de ça à la paire si vous voulez, parce que ça n'a pas beaucoup d'intérêt ici, mais je me suis rendu compte assez rapidement que ce n'était pas du tout fait pour moi, parce que j'avais en moi cette graine de l'entrepreneuriat. Il y a 16 ans, j'ai décidé de basculer du côté obscur de la force, et puis j'avais un job de Golden Boy dans une grande banque à Genève, j'ai tout envoyé bouler. À l'époque, mes boutons de manchette coûtent plus cher que toute ma garde-robe actuelle, mais j'étais malheureux. J'ai des pustules sur les mains, ma femme, qui était ma copine à l'époque, m'a dit « Si tu ne changes pas, je me barre ». Donc comme je l'aimais quand même vachement, j'ai dit « Ok, on va se barrer de la banque ». Et je me suis mis à mon compte, donc d'abord comme freelance dans le domaine du marketing scientifique, donc mon métier de base, c'est de fabriquer des algorithmes. Donc, du coup, vous voyez pourquoi je comprends un peu ce qui se passe en back-office de ces applications. Et puis, du coup, je me suis mis comme freelance. Ensuite, j'ai racheté une boîte il y a 16 ans. On a grossi, enfin, voilà. Ce n'est pas le but de ce soir.
on pourra en parler à l'apéro, mais on voulait parler de marque personnelle et de social selling. Alors commençons par le social selling pour les blaireaux ou pour les nuls. Le but étant d'être le plus didactique et le plus simple possible. Quand je dois expliquer cette notion à mes clients autres, qu'est-ce que je fais? Je fais, OK, voilà. Qu'est-ce que c'est que ce hiéroglyphe stupide, etc. Ben alors c'est vite vu. Ça va servir à quoi? Ça va servir à être vu, attirer de l'attention. Ça va servir à créer de l'affectif. Ça va servir ensuite à créer de la confiance. Ça va ensuite permettre de créer des liens forts et authentiques. Et finalement, on va faire du pognon. Parce qu'on est quand même là pour faire du business. Alors ça peut être faire du chiffre d'affaires avec des clients, comme ça peut être trouver un job plus cool, faire une progression de sa carrière. Enfin, l'objectif peut être totalement varié. Mais l'équation, elle n'est pas plus compliquée que ça, quoi. Mais finalement, pour rebondir un peu sur ce que tu disais, c'est très simple. Quelque part, c'est que vous et moi, qu'on choisisse, comme tu disais, son médecin, son avocat, son dentiste, son garagiste, on préfère aller chez quelqu'un qu'on trouve cool, qui est plutôt sympa, en qui on a confiance, et puis qu'on connaît, puis qui nous était recommandé, quoi. Puis s'il n'est pas trop cher, ben c'est cool. Donc là, on a vraiment quand même quelque chose de simple, mais d'applicable. Donc ça, pour moi, définition du social selling le plus simple possible. Alors, mesdames et messieurs, on vit une évolution absolument extraordinaire où, pour les introvertis comme moi, c'est un âge doré, puisque l'outbound, vous savez, c'est vous prenez une liste de prospection, vous chopez votre téléphone, puis vous appelez, puis 9 fois sur 10, 9,5 fois sur 10, on te dit « tu me casses les couilles ». Puis on raccroche. Donc, c'est une manière d'aller développer du business. Ça dépend des contrées, ça dépend des domaines, mais ce n'est pas très agréable, sauf si on est vraiment fait pour ça. Et aujourd'hui, ça marche de moins en moins, surtout quand on essaie d'automatiser tout ça, puis que ça sent sérieusement le robot qui pue. Donc on essaie de faire mieux. Faire mieux, c'est de l'inbound. L'inbound, on se dit, qu'est-ce qu'on va faire? On va sembler d'être super cool, on va donner des trucs, mais le but, c'est de récupérer de la donnée pour ensuite faire de l'outbound, quoi. Donc télécharge ma super vidéo, hein, mon guide extraordinaire, puis en fait, on veut juste pomper mon adresse, puis 3 minutes après, les mecs vous appellent, disent non, ok. C'est déjà mieux, on peut le faire bien, mais ça reste quand même assez limité. Puis plus, vous savez comme sont les marketeurs, parce que j'en suis un, je peux le dire, c'est-à-dire qu'on trouve un truc qui marche, on en surabuse, jusqu'au moment où ça gaffe tout le monde. Donc on évolue. D'ailleurs aujourd'hui, on parle de plus en plus de génération de stimulation de la demande. Stimulation de la demande, c'est ce que tu disais, d'attirer plutôt à soi. Alors c'est un peu compliqué, ça paraît bizarre à certains, mais c'est finalement créer un sentiment de réciprocité tellement fort auprès des gens qu'on a envie de toucher, que le moment où ils ont besoin de quelqu'un qui fait ce que vous faites, ils viennent vers vous. Alors, c'est une approche complètement différente, mais qui a des résultats assez rocambolesques quand on le fait bien. Le personal branding, alors, ou la marque personnelle. Alors moi, j'ai une autre définition que moins scientifique, un peu plus bing. Alors, quand on dit qu'il y a 10% des gens qui vous aiment, vous pouvez faire ce que vous voulez, il y a 10% des gens qui vont vous surkiffer, quoi. Juste vous mettez votre tronche. J'adore la moustache de notre ami Dylan. Ben évidemment, la moustache, c'est une encre forte, quoi. J'adore sa moustache, mais tiens, le type, tac. Vous pouvez faire ce que vous voulez, vous aurez toujours 10% des gens qui vous détestent affreusement. Faites ce que vous voulez, ma foi, c'est comme ça, il faut vivre avec. Si jamais vous n'êtes pas à l'aise avec ça, ne faites pas du YouTube, parce que c'est probablement la plateforme là où on se ramasse le plus d'horreurs dégueulasses. Donc moi, j'ai déjà entendu, il ferait mieux de fermer ta gueule, ça l'anorexie, qui ne savent pas que je cours 100 à 200 km par semaine, avec ta tronche du Dr House, enfin, voilà, genre de trucs assez sympathiques. Je crois que le pire que j'ai entendu, c'était, je viens de voir ta vidéo de 17 minutes, je me suis fait chier. Et on est à Grenoble, on va venir te crever, à la Wagbar, quoi. C'est à peu près le... Donc, il faut vivre avec. Donc finalement, 10% qui vous aiment, 10% qui vous détestent, c'est comme ça, on ne peut rien y faire. Votre boulot, votre personal branding, c'est quoi? C'est influencer le 80% des gens qui restent, et si possible, qui basculent du bon côté. Sachant que vous n'arrivez certainement pas à plaire à tout le monde, et c'est très bien comme ça. Ben, je peux m'arrêter là. Bonne soirée, à demain, etc. Non, c'est un gag. J'ai quand même 2-3 trucs à partager avec vous. Parce que quand même, le but, c'est de vous donner 2-3 trucs activables, actionnables, des bonnes pratiques. Je crois que c'était l'idée. Alors, le fameux pouvoir du pourquoi. Il faut un pourquoi bien puissant, quoi. Oui, effectivement. Mais j'en ai un peu marre de Mr. Simon Sinek. Alors effectivement, c'est brillantissime, etc. Mais finalement, vous toujours vouloir dire pourquoi. Puis voilà, il faut avoir une espèce de mission divine, quoi. En quoi je rends le monde un peu meilleur que si je n'avais pas entrepris ou si je ne publiais pas. Yes, c'est beau, mais quand même, quelque part, il y a quand même des objectifs personnels. Donc, exprimer une marque personnelle, avoir une identité personnelle forte, faire du personal branding, alors, il faut des fois être un peu vulgaire, ça sert à vendre, ou à se vendre soi-même, si on veut progresser dans sa carrière, avoir un job plus passionnant, aller bosser à l'étranger où on rêve d'aller. Mais c'est aussi de la crédibilité. Tu en parlais tout à l'heure, effectivement, créer de la crédibilité, exposer son expertise. Il faut être vu.
La visibilité. Alors ça, c'est difficile. Hein. Tu parlais de nos contrées neuchâteloises et jurassiennes, où pour des raisons culturelles, historiques et tout ce qui va avec, généralement, on dit, il suffit d'être super bon, les gens vont venir vous chercher. Alors on peut attendre un sacré moment. Hein. Donc à un moment donné, il faut peut-être aussi de temps en temps basculer et dire « coucou, j'existe ». Et puis un peu d'ego trip, alors tout le monde en a un peu, plus ou moins fort, mais ça peut aider. Alors, comment faire tout ça de manière plus ou moins sympathique possible et que ça fonctionne bien? Tu l'as dit, même si c'est un gros mot et puis que les gens n'aiment pas l'entendre, mais ça veut dire se traiter soi-même comme une marque. Alors toute proportion gardée, évidemment, produit peut faire vulgaire, mais quelque part, il y a vraiment de ça. C'est-à-dire comment on peut utiliser des techniques de mise en avant de produits, de marques, pour soi-même se mettre en avant son produit, son service, ses compétences, et essayer d'atteindre ses propres objectifs. Il faut simplement faire du branding. Alors, le branding, il y a 150 manières de le définir, je vous ai mis quelques points de réflexion, mais effectivement, première chose, savoir à qui vous parlez. Parce qu'effectivement, à vouloir parler à tout le monde, on parle à personne. Donc on a tous plus ou moins une cible en fonction des objectifs qui sont les nôtres. Le mieux, c'est de les identifier, de les cartographier, de les analyser, de faire un persona, de faire un avatar, d'aller discuter avec eux pour savoir ce qu'ils n'aiment pas, le vocabulaire qu'ils utilisent, etc. Premier truc. Deuxième chose, mission et vision. Effectivement, pour être habité, pour être un peu plus que quelqu'un qui cherche les porte-monnaies sur pattes, faut se dire à quoi je sers. On revient au truc de Simon Sinek, avec un petit peu plus de consistance. Mission, vision. Mission, en quoi vous voulez rendre le monde un peu meilleur, allez, soyons un peu bibliques. Et puis la vision, vous vous projetez dans 3 ou 5 ans, si vous avez réussi, ça ressemble à quoi? Puis votre vie, elle est comment? Et comment vous changez la vie des gens? Le message, qu'est-ce que vous voulez faire passer comme message? Quel est le fond de votre pensée? Quelle est la proposition de valeur que vous voulez disséminer? Il y a une promesse derrière, mais qu'est-ce que vous voulez passer? Système de valeurs, tu parlais d'authenticité, etc. Pour pouvoir faire du personal branding ou de la marque personnelle et donc du social selling de manière efficace, il faut savoir qui on est. Quelles sont nos valeurs? Qu'est-ce qu'on met en avant? De qu'est-ce qu'on ne met pas? Quels sont finalement les garde-fous qui permettent de cadrer le personnage que je suis, que quand je suis devant vous maintenant, que je suis à la banque, je suis le même, avec un masque un peu différent, un costume différent, mais je reste moi-même. Il y a un certain nombre de valeurs fondamentales sur lesquelles je ne transige pas. Tonton, ou tata pour le gag, le ton of voice, comment vous vous exprimez? Est-ce que vous dites des gros mots ou pas? Il ne faut pas se forcer, mais moi ça vient tout seul. Ça peut être, est-ce que vous tutoyez, vous voyez les gens? Quel est le vocabulaire que vous utilisez? Quel est votre univers? Puisque c'est aussi ça, tu disais, on peut copier une marque, une couleur, etc., parce qu'on ne peut pas copier, c'est votre personnalité. Et votre ton, c'est ce qui fait aussi qui vous êtes. L'univers visuel, importantissime. Alors, je vois que j'ai fait un univers visuel qui ressemble au corridor de la HEG, c'est absolument pas voulu, mais quelque part, si vous voulez qu'on vous reconnaisse, tu disais aussi reconnaître, il faut marteler. Si vous changez toujours de couleur, de police, de trucs, on ne vous voit plus. Alors l'univers visuel de notre ami Dylan, c'est la moustache, par exemple, aussi. Mais effectivement, il y a des encres comme ça qui sont importantes. Ça lui plaît aussi. Et puis les canaux de diffusion, c'est-à-dire comment on va porter cette marque au travers de quels canaux. Donc ça, c'est la base de la base. Une fois que vous avez la base de la base, quelques tips and tricks, quelques choses tout à fait concrètes à appliquer que vous pouvez déployer pour votre marque personnelle. Première chose, on n'arrête pas de nous bassiner avec ça, mais je pense que c'est capital, que vous soyez un professionnel, que vous ayez une entreprise, que vous ayez une marque de fringues, de montres, tout ce que vous voulez. Aujourd'hui, non seulement il faut être super bon dans son métier, un excellent assureur, mais il faut également être super bon média. Il faut être un média à part entière. Sinon, on ne capitalise pas sur les fantastiques effets de levier qu'on a aujourd'hui. Et aujourd'hui, le bonheur, mesdames et messieurs, c'est qu'on peut être un média sans passer par une télé, quoi. À l'époque, il fallait produire une émission, ça coûtait une blinde, il fallait aller cirer les pompes des gars pour qu'ils vous invitent et tout. Aujourd'hui, vous sortez votre téléphone, vous faites une vidéo, dans 2 minutes, vous êtes sur YouTube, vous êtes en live, en audio. Si vous êtes bon, puis que vous avez un message qui intéresse, peut-être vous avez des millions de gens qui vont vous écouter. Mais le tout, c'est effectivement d'être présent. Parce qu'effectivement, pour être un média, il faut qu'on vous trouve, il faut qu'on vous voit, il faut qu'on vous entende. Donc, moi, ça m'arrive souvent de bosser avec mes clients qui me disent « Ouais, écoute, moi, je veux bien me mettre là-dessus, j'aimerais bien avoir ma marque qui rayonne plus, moi, mais des CEO que j'accompagne parfois. » Puis ils me disent « Ouais, mais alors moi, je peux publier qu'une fois toutes les 2 semaines. » Oublie, quoi. Publier une fois toutes les 2 semaines, ça ne sert à rien du tout. Vous n'existez pas, quoi. Il y a quand même une répétition, une rémanence qui est hyper importante. Et puis, alors, il ne faut pas être présent n'importe comment. Alors, je vous ai donné une petite recette, parce que c'est vrai que devenir un média pour son entreprise, soi-même, etc., on peut en voir plein de définitions. Il y en a une toute simple, il vous faut 3 piliers. Si vous avez ces 3 piliers, c'est déjà le top.
Après, vous pouvez faire beaucoup plus, mais ces 3 trucs, si vous les mettez en action, vous avez déjà 85-90% de plus que la majorité des gens. Un canal de viralité. Il faut absolument un canal qui vous permette de toucher le plus de gens possible avec le minimum d'efforts et le minimum de moyens. C'est clair, ça coûte beaucoup moins cher de faire des posts LinkedIn tous les jours que de se payer un spot TV. Et c'est souvent beaucoup, beaucoup plus efficace. Donc si vous voulez des canaux de viralité, ben c'est vite vu, hein. Les réseaux sociaux, il n'y a rien de mieux actuellement encore, puis pas tous, quoi. Parce qu'il y en a des plus compliqués que d'autres, parce qu'ils sont plus matures, puis il y a plus de compétition. Si vous voulez vraiment 2 canaux qui cartonnent, B2B, vous allez sur LinkedIn, c'est de la folie. Même si on en parlait avec Mathieu, la portée a diminué, mais alors évidemment, il y a moins de portée, mais la qualité est toujours aussi bonne, puis la portée a diminué, mais sur les 3 derniers mois, j'ai fait presque 600 000 vues, quoi. 600 000 vues avec des posts qui m'ont coûté du temps, de l'énergie, un peu de savoir-faire. Si vous êtes dans le B2C ou autre, ce serait peut-être que vous avez la cible qui touche, pourquoi pas s'intéresser à des plateformes telles TikTok avant qu'elles soient interdites, ou d'autres types de vecteurs qui vous permettent de toucher un maximum de gens avec cet effet de viralité. Mais ça ne suffit pas, hein, parce que vous savez, la viralité, ça dure, puis le lendemain, il n'y a plus personne, quoi. Vous faites un post, vous avez 100 000 vues, puis le lendemain, les mecs ne vous voient même plus, quoi. Vous n'existez plus, vous êtes lavé. C'est bien, parce que quand vous faites une connerie, ils ne s'en rappellent pas, sauf que vous avez vraiment fait un truc vraiment grave, quoi. Ce qu'il vous faut, c'est un deuxième canal, parce que sinon vous n'êtes pas un média. Le deuxième canal, c'est un canal qui vous permet de délivrer de la valeur sur la durée, dans la durabilité, où on puisse vous retrouver longtemps. Et vous pouvez passer un message plus fort, plus long, plus d'expertise. Typiquement, le blog, une chaîne YouTube, enfin des white papers, des choses dans lesquelles vous mettez vraiment de votre compétence, puis qui vont avoir une longue traîne. Et vous avez bien compris que les sphères se chevauchent, parce qu'évidemment, vous pouvez renforcer votre message, donc via un message viral, pour emmener les gens vers votre super article de blog, et vice-versa. Et puis ça, c'est bien joli, mais imaginez que vous ayez fait un carton, que vous fassiez un carton sur LinkedIn, que vous ayez fait un truc super sur YouTube, par exemple, et puis que du jour au lendemain, on vous coupe la totale. C'est arrivé à une de mes clientes, je ne vais pas donner trop de détails, mais qui en fait avait bâti tout son truc sur un gros canal de viralité qui est Facebook, et puis un canal plus durable sur YouTube. Puis en fait, elle a fait une bêtise. Elle a enfreint les règles de la plateforme en termes publicitaires. Elle s'est fait supprimer son compte Facebook irrévocable et ils ont supprimé sa chaîne YouTube irrévocable. Elle est passée de 160 000 francs de chiffre d'affaires par mois à 0. Donc, tant que vous êtes vulnérable des plateformes, ça peut vous arriver. Raison pour laquelle ça peut être intéressant, et c'est là où on devient un véritable média, d'avoir un dernier pilier qui vous permet d'avoir une audience à vous, quoi. Ça peut être les adresses e-mail, une newsletter, mais enfin, vous maîtrisez le truc, quoi. Vous n'êtes pas dépendant quand même d'un gatekeeper qui pourrait dire, tiens, la porte est fermée. Deuxième type activable, tu en parlais, mais je veux dire, ma vision par rapport à ça, développer une histoire consistante. Alors, biconteur, en fait. Les êtres humains aiment les histoires depuis toujours, quoi. Donc, je vous ai raconté un peu mon histoire au début. Ben, ça permet de créer du lien, ça permet de faire passer un message. C'est comme ça que depuis que le monde est monde, on se passe l'information, la culture. Vous aviez les griots, on dessinait sur... Enfin, tout ça fait qu'il faut le faire, mais aussi avec des techniques, quoi, bien entendu, ça s'apprend. Et si vous utilisez ces effets de levier-là, évidemment que votre message est beaucoup plus facile à entendre, ça crée un sentiment de réciprocité beaucoup plus fort, d'attachement, et vos résultats seront bien, bien, bien meilleurs. Point numéro 3, fédérer une tribu. Une communauté, une tribu, ce que vous voulez. Be Yoda. Alors pourquoi ? Parce que malheureusement, la plupart des gens que j'accompagne, entreprises, CEO, entrepreneurs, enfin tout ce que vous voulez, commettent la plus grosse erreur qu'on voit 99% des cas, c'est-à-dire que 9 fois sur 10, les messages qu'ils publient sont « Achetez mon produit, venez vous inscrire à mon séminaire, allez voir mon article de blog, qu'est-ce que je suis cool, faites quelque chose pour moi ». En fait, tout le monde s'en fout. Hein, c'est la technique qui consiste, vous savez, comme vous allez à la Migros le samedi matin, qu'il y a quelqu'un qui surgit de nulle part, qui vous plante une fourchette à fondu dans le bec, goûtez-moi ça, fondu Gerber, nickel, puis il vous le pousse dans le caddie, quoi. Bah, c'est plus vraiment comme ça que ça se passe, et on va surtout pas, je vous rappelle, réseau social, quoi. Donc, le côté, je pousse mon truc, catastrophique. Le but, si vous voulez fédérer une communauté, une tribu, bah, c'est vite vu, il faut jouer un rôle de guide. Le héros, ce n'est pas vous, c'est eux. Donc après, il y a X manières de pouvoir jouer un rôle de guide dans du personal branding, dans du storytelling. On peut en parler à l'apéro parce qu'il y en a pour des heures. Mais effectivement, il faut vous dire, vous êtes là pour eux. Et il faut renverser le truc.
C'est-à-dire que peut-être 99 fois sur 100, délivrer de la valeur, je vais venir dans quelques instants, puis à un moment donné, une fois sur 100, quand vous avez vraiment régalé, ben vous pouvez vous permettre de faire une demande aux gens. Aidez-moi, j'ai lancé un truc cool, et vous verrez que l'effet sera bien plus pertinent. Conseil numéro 5, être soi-même. Bon, alors ça c'est tout un sujet, on pourrait y passer une vie, hein. Mais surtout être différent, être singulier. L'être humain est biologiquement câblé pour voir ce qui est différent. Ça vient de l'époque où on était encore menacé physiquement par des tigres à dents de sabre. Il y a un moment, mais on n'a pas beaucoup évolué au niveau de notre cerveau. Puis d'un coup, quand vous aviez un bruissement dans les arbres, il y avait quelque chose de différent dans votre environnement, vous deviez tout de suite capter cette différence, parce que cette différence, c'était la différence entre la vie et la mort, quoi. Soit finirait ventré, ou c'était quelqu'un d'autre qui venait vous donner des super baies à manger, etc. On est resté comme ça, donc on voit ce qui sort, la tête qui sort. Et malheureusement, dans le pays qui est le nôtre, on n'aime pas trop les tronches qui sortent, quoi. Mais par contre, si vous le faites, évidemment, on vous marquera d'autant. Donc, être différent tout en étant soi-même, c'est vraiment la clé, parce que c'est ce qu'on ne peut pas copier. Et Hugo Benz disait un truc qui était assez rigolo, il disait que le chelou is the new normal. C'est vrai qu'effectivement, alors il n'y a pas besoin de se forcer, hein, parce que ça, il n'y a rien de pire, mais on est tous un peu singuliers, quoi. Donc, il suffit d'être soi-même et d'assumer le truc. Et si vous le jouez à fond, ça marche. Alors, pour trouver cette singularité, une fois de plus, ce serait au croisé des chemins de ces trois patates. C'est-à-dire que vous avez des compétences, il faut jouer là-dessus, évidemment, parce qu'il faut être bon quand même. Vous avez de la personnalité, on a tous la nôtre, notre ton de voix, notre manière de nous exprimer, nos blessures, tout ça fait cette authenticité qu'on s'accroche à vous. Et puis il faut que vous kiffiez le truc, quoi. Surtout ne parlez pas de thématiques. Combien de mecs, je crois, qui disent « Ah tiens, je veux parler de ça parce que ça cartonne ». À ce moment, il y a eu un moment donné, les gens disaient « Il faut absolument parler des problématiques des RH, quoi. Parce que vous faites un post sur LinkedIn où vous dites « C'est dégueulasse, les patrons sont des fumiers, tu vas faire beaucoup de vues ». Mais est-ce que ça te passionne, quoi, d'en parler? Pas du tout, mais ça va faire de la vue. Ah, ou alors, en ce moment, ChatGPT, il faut que je parle. Tous les mecs qui ont moins de 25 ans, vous dites ah, moi, je me lance dans ChatGPT. Là, t'aimes ça? Ah non, pas du tout, mais ça marche, quoi. Il faut quand même kiffer le truc, parce que c'est là où, franchement, vous êtes bon, quoi. Et tout ça crée votre marque personnelle. Et comme tu le disais, je crois, Maria, mais plus que jamais, il faut accepter d'être clivant, quoi. Pour le titre de la présentation, la fin de l'eau tiède. Vous savez, quelqu'un qui est lisse, machin truc, qui n'a pas d'aspérité, on ne peut pas le saisir. Alors évidemment, il ne va pas répulser, mais il ne va pas attirer non plus. Hein, il y a l'histoire que tu racontais, effectivement, de se mettre au coin du bar. Enfin, mais un aimant, quand on est, il y a une capacité à s'attirer, là ça va bien, puis il y a une capacité à répulser. Quand on est, finalement, si la personne est répulsée par qui vous êtes, autant pas bosser avec lui. S'il y a une boîte qui est répulsée par votre manière d'être, il ne faut pas y aller bosser, parce que ça va être insupportable pour vous, parce qu'il n'y aura pas d'alignement. Donc, quelque part, il faut accepter ce clivage qui fait partie du fait qu'on ne peut pas plaire à tout le monde. Et tant mieux pour ça. Et le monde est bien assez grand, ce n'est pas un jeu à somme nulle. Et moi, je préfère dire à certains clients, écoutez, on n'est pas fait pour bosser ensemble, mais il y a quelqu'un de très bien à côté qui va le faire aussi bien que moi, avec qui ça capte bien. Et puis alors, vraiment, ce qui est importantissime, c'est la valeur, quoi. Parce qu'effectivement, trop de gens passent leur temps à dire oui, marque personnelle, pour que ça me ramène un truc. Oui, mais il faut d'abord donner pour recevoir. Et c'est vraiment d'avoir cet état d'esprit. Je peux vous dire que c'est d'une complication à planter ça dans la tête des Suisses. Je ne sais pas pourquoi. Ça doit être culturel une fois de plus. Mais je dis, mais je ne vais quand même pas donner ce truc, quoi. Ils peuvent payer pour, quoi. Ouais. Mais est-ce que tu ne crois pas qu'en donnant pas mal, à un moment donné, il y aura cette réciprocité dont on parlait tout à l'heure, quoi. Et quand on le fait, avec authenticité une fois de plus, je peux vous dire que les résultats sont complètement dingos. Et puis alors, il y a Don Cialdini. Je crois que ça faisait, pour ceux qui ne connaissent pas forcément le personnage ou le bouquin, des biais cognitifs qui font la persuasion. Si vous êtes dans la délivration de valeur, comme on vient d'en parler, vous activez quasiment tous les éléments qui créent cette influence et qui provoquent une décision. La réciprocité, l'autorité de quelqu'un qui donne et qui est reconnu pour la qualité de ce qu'il donne. La sympathie, quelqu'un qui donne sans véritablement donner l'impression de vouloir quelque chose en retour, c'est quelqu'un qui est vachement cool, quoi. Donc forcément, le lien de sympathie va se créer. La preuve sociale, parce qu'évidemment, il y a un effet d'entraînement qui se fait. On se dit, ouais, il donne beaucoup, donc on le connaît, puis ça vous porte. Et vous allez donner à quelqu'un qui va vous porter lui-même, par recommandation, comme tu parlais tout à l'heure, du bouche à oreille, mais amplifié à scale monstrueux par les plateformes électroniques d'aujourd'hui.
L'engagement, les gens s'engagent avec vos contenus gratuits. Donc, une fois qu'ils sont engagés, vous savez, l'être humain déteste se désavouer après. Si c'est engagé, je ne sais combien de fois avec vous, avec vos contenus gratuits, que vous avez donné de la valeur, par souci d'unicité, il va forcément, à un moment donné, si vous lui demandez quelque chose, être dans un comportement qui est influencé par ceci. C'est une certaine manipulation, mais ça peut être positif pour celui qui reçoit. Et puis la rareté, bah, de temps en temps, faites un truc exclusif, quoi. Alors, là, le message ou la valeur qu'on peut délivrer, alors il y a plein de frameworks et autres. Moi, j'aime bien les 3 E, c'est tout simple. Vous dites, chaque fois que vous êtes en train de publier un truc, que ce soit sur votre blog, que ce soit sur un réseau social, quel qu'il soit, que vous faites une vidéo, etc., ou que vous êtes invité à faire un truc, posez-vous toujours la question, est-ce que vous activez au moins un de ces trois trucs, quoi. Puis si vous en activez plusieurs en même temps, c'est la classe, quoi. Donc, le premier E de educate, dans le sens de enseigner, apprendre, transmettre quelque chose à l'autre, ça marchera toujours. Parce qu'on est avide de connaissances. Et c'est quelque chose qu'on peut passer à l'autre et lui-même peut faire quelque chose avec ça. Le côté entertainment, sympathique, distraire, inspirer. Alors, le but, ce n'est pas de se foutre un nez de clown et de faire le guignol, hein. Mais par contre, si vous pouvez faire quelque chose qui passe de la valeur à quelqu'un, mais en même temps que ça l'inspire, que ça lui donne envie, qu'il passe un bon moment, ben, vous aurez gagné encore plus. Et puis, le côté inspirationnel, il l'a fait, je peux le faire, etc. C'est un troisième pilier intéressant. Chaque fois que vous êtes face à une décision de communication, un message pour votre personal branding, vous dites, s'il y a un de ces 3 qui est activé, let's go. Puis s'il n'y en a aucun des 3, vous dites, je ne suis pas sûr que franchement ça vaut la peine. Et demandez-vous toujours, si j'étais de l'autre côté de la lorgnette, là, de l'écran, est-ce que je serais content de recevoir ce message-là? Est-ce que ça m'apporterait quelque chose? Alors, sur un réseau social, quel qu'il soit, ben, il y a le niveau 0-0, hein, c'est-à-dire de dire, je suis là, puis je regarde ce qui se passe. Alors, ça dépend des plateformes, ça bouge avec le temps. Sur LinkedIn, actuellement, c'est 85% des gens, 90% selon les pays. Donc, les gens qui sont là, ils regardent ce qui se passe, puis jamais un truc. Puis après, ils disent, c'est incroyable, je passe une pétée de temps là-dessus, mais ça ne m'apporte rien du tout. Bon, à voir. C'est déjà vachement mieux de passer au niveau 1. Participer à la communauté. Participer à la communauté, c'est, il y a un truc qui vous plaît, engagez-vous avec les gens, donnez votre avis, faites rayonner votre expertise dans un commentaire, etc. par rapport à ça. Placez-vous au sein de cette communauté et affirmez cette marque personnelle qui est vous-même. C'est déjà vachement mieux. Puis après, quand vous allez prendre un petit peu de confiance, puis vous aurez envie de saisir le taureau par les coronesses, vous allez aller plus loin, puis vous allez partager des contenus. Alors ça peut être partager des contenus qui ne sont pas les vôtres. Simplement de faire ce qu'on appelle de la curation. J'ai vu un truc génial, j'ai vu le dernier post de maths qui était exceptionnel. Je vais le partager, mais si je le passe juste comme ça n'a aucune valeur. Je veux dire, je vais rajouter quelque chose. Pourquoi je l'ai aimé? Pourquoi je ne l'ai pas aimé? Je vais peut-être tenter un débat si je ne suis pas d'accord sur tout. Je vais faire entendre ma voix. Je vais être dans cette création de dialogue. Et puis finalement, un jour, vous basculerez du côté obscur de la force, si ce n'est pas encore fait. Vous dites, tiens, maintenant, j'y vais, c'est parti, let's go. Je dis quelque chose de moi. Hein, je passe un message, je passe une matière, je crée du véritable contenu. C'est vrai que ça change tout. Et puis, il y a le B2B, il y a le B2C, mais il y a le H2H, human to human. Alors, un truc tout con, hein, vous publiez depuis une page LinkedIn d'entreprise, puis vous publiez depuis un profil personnel LinkedIn, l'effet de lift, c'est 0 à 100 à peu près. Hein. Pourquoi? Parce que clairement, l'être humain, il préférera toujours s'attacher à un autre être humain, ce que tu disais tout à l'heure, plutôt qu'à un logo, quoi. Ou qu'à une entité qui est une entreprise un peu fumeuse, quoi. Nestlé me dit « Salut Dan, c'est cool ». C'est qui? Et on a un certain nombre de stats qui montrent que la portée naturelle est beaucoup plus forte, il y a beaucoup plus de partage, il y a beaucoup plus d'engagement, il y a plus de création de liens, et donc il y a plus de résultats. Et puis, dernier point, l'authenticité dont tu parlais. L'authenticité, c'est aussi la vulnérabilité. C'est-à-dire que accepter qu'on n'est pas parfait, c'est normal. Et exemple personnel, le contenu que j'ai créé en presque 6 ans, je crée quasiment tous les jours, hein, qui a eu le plus d'impact en termes de vues, en termes de commentaires, positifs, négatifs, en termes de business, monnaie sonnante et trébuchante, c'était il y a 4 ans, j'ai écrit un contenu, donc j'ai fait fort, j'ai fait un post LinkedIn, et en même temps j'ai fait une vidéo YouTube pour dire que j'ai fait un burn-out de l'entrepreneur. J'étais au fond du trou, quoi, fond du bac, je me suis réveillé un matin avec la moitié du visage paralysé, c'était le bonheur. J'ai dû m'arrêter 1 mois, puis je me dis, il faut que j'en parle, quoi. Parce qu'il y a sûrement d'autres gens, parce que je claironnais depuis des mois, des années, qu'il fallait bosser comme une brute jour et nuit, let's go les gars, on va tout péter. Je me dis, mais putain, t'es irresponsable, quoi. Les mecs, ils vont faire comme toi. Et donc j'ai fait un contenu, donc un post plus une vidéo. Mon associé de l'époque m'a chopé dans son bureau, il m'a dit,
On a bien rigolé, mais tu m'enlèves tout ça, quoi. Hein. Nos clients, ils vont se jeter par la fenêtre, quoi. Hein, tu as le patron de la boîte qui dit, je suis en arrêt, j'ai fait un burn-out, j'ai pété les plombs. Dit, ça va ou bien, quoi. J'ai tenu fort et dur. Ça ne nous a jamais ramené autant de business. Après coup, puis les gens qui me foutaient une pression dingue, ils sont revenus me dire, c'est pas grave, t'as le temps, quoi. On n'est pas en train de tirer une bombe nucléaire, quoi. C'est bon, quoi. Et puis, le chat qui pète, le fameux chat GPT. Alors, j'ai fait un petit, je me suis marré un coup, j'ai dit, ah, vas-y, écris-moi une petite définition du personal branding avec humour, quoi. Alors, comme quoi, l'être humain a encore de beaux jours devant lui, quoi. Hein. Donc, évidemment, il y a un certain nombre de choses intéressantes, mais l'humour est tout à fait limité, quoi. ChatGPT, le robot sympa qui répond à toutes vos questions, il a quoi ce tort. Alors, je ne dis pas que ce n'est pas bien, hein. Donc c'est simplement que ça ne remplacera pas l'humain, il faut être honnête, je crois que tu le disais. C'est comme un pinceau, hein. On est passé du pinceau à l'ordinateur, ça n'a pas empêché les gens de rester des artistes, quoi. Simplement, la différence, c'est que ce n'est plus la connaissance qui fait la différence, c'est savoir poser des questions. Donc, mais pour pouvoir poser les bonnes questions, il faut être un bon dans son métier, quoi. Et moi j'ai réussi, alors là je n'ai pas fait, mais j'ai réussi à faire crasher ChatGPT toute une stratégie marketing, go-to-market complète, hyper bonne, en 10 minutes. Par contre, il faut poser les questions qui vont avec. Donc, n'ayez crainte, il ne va pas vous remplacer demain. Par contre, il va falloir lui poser les bonnes questions. Et puis, ne croyez pas la mafia de la pina colada. Le nombre de trucs qu'on voit. D'ailleurs, ça m'énervait, je faisais mon yoga ce matin, donc vidéo, hein, tac, 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 et puis ça a été coupé par des pubs de gars qui disent « Hé, toi, t'occupe-moi, là !» Tu sais, moi j'ai décroché le truc, hein, j'ai le business fou, paye mon séminaire 2000 balles et puis tu pourras gagner des millions à rien foutre en sirotant une pina colada comme au bord d'une piscine. Attention les vélos, hein, ça saurait si ça marchait comme ça. Non, tout ce que je vous ai dit, ça demande beaucoup de temps. Énergie in égale énergie out. Par contre, si vous le faites, vous allez obtenir des résultats qui sont incrémentaux. Hein, donc il y a... je ne sais pas si vous avez vu ce graphique très intéressant en matière de branding, mais ça s'applique totalement au personal branding. En Angleterre, ils ont des datas sur si vous voulez, les actions marketing et les résultats business d'un certain nombre d'entreprises, en gros volume. Puis pour la première fois, ils ont pu vérifier, data à l'appui, l'effet de lift du branding par rapport à simplement l'activation des ventes classiques, quoi. Alors quand vous faites de l'activation de vente classique, vous faites bien, vous avez une espèce de droite à 45 degrés comme ça qui monte, quoi. Hein, tout au long, parce que voilà. Mais il faut remettre plus de cash pour que ça monte. Dans le cas du branding, au début, les gens qui pratiquaient du branding, c'était en dessous. Puis après, à un moment donné, il y a une accélération, comme des effets d'escalier. Puis après, il y a un effet de canne de hockey. Puis à un moment donné, quand ça dépasse, c'est irrépressible, quoi. Donc clairement, ça demande du temps, de l'énergie. Par contre, les résultats à terme sont beaucoup plus forts et beaucoup plus durables. Et voilà, j'ai fait le tour. Je crois à peu près. Ouais, c'est bon. Ok, bonsoir à tous. Est-ce que Dan, je peux te dire que je ne suis pas surpris que tu aies fait un burn-out? Putain. Ah, je rêverais d'avoir une énergie comme toi. Aussi, je profite, petit coup de pub, hein, allez le suivre sur YouTube, il donne du contenu. Donc là, c'est une réelle opportunité d'avoir du contenu de valeur gratuitement, à tout moment. Quand vous êtes sur les toilettes, vous pouvez vous instruire. Et ça te fera plaisir qu'il lâche des commentaires, pas de merde. Donc l'idée pour moi, c'était de me présenter et puis quelque part de passer d'un contenu théorique et digital à un contenu un peu plus pratique. En d'autres termes, de vous communiquer comment moi, à titre personnel, j'ai utilisé la marque personnelle pour évoluer dans ma carrière professionnelle. Je me présente en 2 mots, je m'appelle Dylan Crianza, j'ai 31 ans et je suis, comme vous l'avez compris, dans les assurances, donc je suis un gars qui assure. Et plus sérieusement, je suis directeur de la compagnie d'assurance AXA pour le canton de Neuchâtel. J'ai d'autres casquettes, moi aussi, je suis directeur d'une fondation, président d'un club de foot, président de la Chambre cantonale des agents généraux. Je siège au comité de la Chambre immobilière neuchâteloise. J'ai cofondé le U-Club avec ces personnes qui sont là. Et de temps en temps, je passe du temps à la maison pour m'occuper du chat. Ça, c'est intéressant parce que je me suis posé une question, qu'est-ce que j'allais faire pour vous parler finalement de la marque personnelle? Parce que maintenant, pour moi, c'est qui je suis, c'est ancré en moi. Mais à quel moment ça a démarré? Et peut-être pourquoi ça a démarré? Et j'ai retrouvé ce fichier-là, qui était peut-être à l'origine de pourquoi je suis sur scène, sous l'impulsion de Mathieu notamment, parce que je le lui avais montré. C'est un fichier, donc ça c'est une capture d'écran d'un fichier Excel qui s'appelle dylan.xlsx, qui a été créé le 16 septembre 2006.
Et ce fichier-là, je l'ai modifié la dernière fois, on le voit en juillet 2014. Finalement, ça a été la base. À un moment donné, je me suis dit, tiens, qui est-ce que je veux être plus tard? Et puis, qu'est-ce que je peux mettre en place pour devenir cette personne-là? Ou en tout cas, donner l'impression de ressembler à cette personne-là. Et du coup, j'avais déterminé 5 grandes catégories. Le travail, les études, le sport, le ménage et l'avenir, qui étaient à cette période dans un sens différent, car comme beaucoup de mecs, avant, je rêvais d'être footballeur professionnel, donc le sport était au premier plan. Et sur ces dimensions, j'ai déterminé quel futur je voulais, quelles sont les ressources pour atteindre ce futur-là, et enfin, comment je dois communiquer. Pas uniquement avec les autres, mais encore plus avec moi-même, pour me visualiser dans le futur que je voudrais, enfin, dans lequel je voudrais être. Et de nouveau, en capture d'écran, donc ça c'est, désolé pour la qualité, mais c'est vraiment les captures d'écran. Ça date de 2014, je parlais de où je me voyais professionnellement. À ce moment-là, en 2014, j'étais en études à la HEG, en emploi, j'étais en train de changer d'employeur. D'ailleurs, je partais de AXA, là où je suis, pour aller chez E-Gestion. Puis j'avais déterminé différentes choses, mais dont des éléments en lien avec le personal branding, en soi l'apparence, mon image. On le voit ici, en rouge. Il est aussi connu pour être irréprochable, le boulard du gars, je parlais de moi à la 3e personne. Et c'est certainement ce que j'avais vu dans le livre qui m'avait inspiré. Et Dylan est tiré à 4 épingles. Donc ça, c'est des caractéristiques en termes d'apparence que je voulais m'approprier. Et ensuite, je définissais des objectifs. Typiquement, là, c'est l'objectif d'intégration parce que j'étais en train de changer d'employeur. Dans cet objectif d'intégration, il y avait différentes choses, l'apparence, la communication, l'apprentissage. Et dans l'apparence, vous voyez, je parle de barbe, de sourcils, de cheveux impeccables, les chemises cintrées, les pantalons et les jeans slim, parce que c'était à la mode à l'époque, les chaussures entretenues, accordées avec les chaussettes, vous voyez que j'ai déjà merdé, elles sont rouges, et accordées avec la ceinture. Et concrètement, les actions, qu'est-ce que j'allais faire? Combien de fois je devrais me raser la barbe pour que ce soit aligné avec qu'est-ce que je voulais au niveau de l'apparence, où est-ce que je devais acheter mes chemises et mes chaussures parce que je sais que ça m'allait bien, etc. En revoyant ça, je me suis dit que j'avais vraiment un problème dans ma tête, évidemment. Problème qui s'est accentué parce que quand je suis allé à la page d'après, je vois que l'objectif d'intégration, il est toujours là avec d'autres objectifs. Là, c'était vraiment pour me dire, je vais arriver chez mon nouvel employeur, quelle image je veux que mon employeur ait de moi? Et pas que mon employeur, les gens que je vais côtoyer, les clients, toutes les parties prenantes autour desquelles, avec lesquelles je vais avoir de l'interaction. J'avais mis l'image de ce gars-là parce que j'imagine que je voulais ressembler à ce gars-là à cette époque. Et puis, on retrouve de nouveau des éléments en lien avec l'apparence. Alors, on a parlé avant d'authenticité, on n'y est pas du tout là. Mais il n'empêche que c'est ce que j'ai fait pour devenir qui je suis. Si on fait un petit jeu maintenant, prenons en exemple monsieur. Quand vous me regardez, quels sont les qualificatifs qui vous viennent en tête? Et vous pouvez balancer, je ne vais pas me vexer, mais on va faire le jeu un petit coup. Le but de la marque personnelle, à un moment donné, ce n'est pas que de dire il faut, mais c'est aussi de se mettre à nu. Je ne vais pas le faire, vous inquiétez pas, et de recevoir l'information. Vous serez peut-être dans les 10% qui ne m'aiment pas. J'aime bien comme vous êtes habillé. J'ai pensé à certaines personnes, à certains Congolais que je connais. La zapologie? Non. La sapologie. Après, je me suis juste arrêté là. J'aime bien comment elle est habillée. Et puis, c'est tout. Je n'ai pas cherché plus loin. Est-ce qu'il y a... Ok, très bien. Merci pour le feedback. Je me permets d'aller juste derrière avec madame. Comme ça, c'est simple, je remonte. Qu'est-ce qui vous vient en tête, premièrement? Sans, vous pouvez dire, je trouve que la moustache, vu que Dany a fait référence, ça fait guignol. Ou je trouve que le costard, ça fait banquier. Très bien. On se mouille pas, À droite. Moi, je voudrais pour un banquier élégant, charmant. Vous êtes devenue ma préférée. Merci. Merci pour le feedback également.
Donc l'idée de ce petit jeu, pour moi, c'est de recevoir du feedback. Je l'avais fait à la HEG à Genève également, autour de cette même thématique. Parce que finalement, moi, quand j'ai commencé à m'habiller de cette manière, à me dire je veux me coiffer de cette manière-là, avoir des cheveux plaqués, etc., c'est parce que je voulais dégager ces trois choses. Du sérieux, de paraître pour quelqu'un de confiant, même si je stresse sur scène, et de professionnel. Parce que pour moi, ces trois mots, ces trois qualificatifs, ils étaient importants et j'ai besoin que quand on me regarde, ou plutôt j'ai envie que quand on me regarde, dans votre tête, ce soit ces éléments qui vous viennent en tête. C'est ce qui va m'être utile professionnellement. Et ça nous amène normalement à un premier constat, c'est que tout comme ils l'ont dit précédemment, quand vous me voyez, vous recevez de l'information et automatiquement vous allez poser des conclusions. Des conclusions qui peuvent être positives comme négatives. Peu importe, mais il y a des conclusions qui vont être posées. Parce que finalement, on juge en permanence, c'est inscrit au plus profond de nous, c'est très primitif comme système, et ça repose sur des schémas qu'on a appris. Donc, j'ai maîtrisé son image, finalement, on peut la maîtriser si on s'intéresse aux schémas qui sont appris. L'exemple le plus parlant, c'est celui-ci, pour moi. Si je vous demande que font ces personnes-là, normalement, vous allez me dire ce sont des médecins. Si on va plus loin et que je vous demande quel est leur niveau d'éducation, leur niveau d'études, leur niveau de revenus, si on récolterait toutes les données, il y aurait une tendance assez forte qui se dégagerait. Parce qu'on a appris que les gens qui ont la blouse blanche et le stéthoscope autour du cou, s'ils nous disent de nous pencher en avant, baisser notre pantalon pour un toucher rectal quand on a un rhume, il faut les écouter, parce qu'ils ont fait des études. Je caricature, mais c'est simplement pour souligner que leur apparence leur donne un degré de crédibilité qui est très très élevé. Si on prend toujours... Si on prend toujours monsieur. Monsieur est un médecin. J'ai mis médecin sur Google, simplement. Et que je prends d'autres médecins et que je les compare. Et que maintenant, vous avez un gros problème au cœur qui nécessite une opération. Et que vous devez choisir, sur la base de ces photos, qui va vous opérer. Vous vous rendrez compte encore plus à quel point l'apparence est importante dans la mesure où l'apparence va conditionner à qui vous serez prêt à donner votre vie, basée sur l'apparence. Si je vous demandais qui est le chef de clinique entre 1, 2 et 3, si je vous demandais qui est-ce qui a le plus de succès, on aurait peut-être une tendance qui se dégagerait. Parce qu'on juge et on conclut en permanence. Si je vous dis maintenant, je suis un homme avec une robe, je vais donner l'exemple, ce n'est pas toujours faisable, ça donne à peu près ça. Même si on évolue dans les mentalités, c'est vrai que socialement, ce n'est pas tellement admis. Par contre, si je suis ce gars-là qui a une robe, on retrouve la même conclusion, parce qu'il est derrière des bouquins de droit, puis on va se dire, tiens, j'ai des thunes, j'ai un niveau d'éducation qui est élevé, et j'ai un niveau de crédibilité qui est important. J'ai repris, encore pour rester sur les avocats, sur Internet, ces 4 avocats différents. Donc, de nouveau, avocats sur Google, images, et puis j'ai trouvé ces personnes. Et je trouvais très intéressant que là, de nouveau, avant on a parlé du médecin avec quelque chose qui est très important pour nous, notre santé, notre vie. Finalement, en dehors de cela, il y a des éléments tout autant engageants émotionnellement, ça va être des affaires juridiques. Qui est-ce que vous allez choisir pour une affaire juridique ? Ça va dépendre de l'affaire juridique, c'est clair, mais il y a des choses qui vont vous influencer. Les vêtements qu'ils portent vont vous donner des indicateurs. Si il y a des plis, la chemise n'est pas adaptée, les gens entre eux ne sont pas synchronisés, ne sont pas coordonnés, est-ce que vous vous sentirez en confiance pour donner quelque chose qui doit finir de manière irréprochable à des gens que votre cerveau risque de juger comme pas irréprochables? Il y a la taille qui va jouer un rôle et il y a la couleur des vêtements. Parce que les couleurs dégagent quelque chose.
Ça, on le sait, hein, il n'y a plus besoin de trop théoriser là autour. Mais évidemment que quand on choisit de s'habiller en rose, en bleu ou en noir, on va communiquer quelque chose. Au même titre que si moi je venais avec un costard rose, je communiquerais quelque chose de différent qu'avec un costard bleu. C'est inévitable. Et j'ai à nouveau une question. Quand je vais quitter la pièce, qu'est-ce que vous aurez retenu de moi? Très certainement, vu que c'est venu à plusieurs reprises, la moustache. Et les chaussettes. Donc en gros, ça c'est moi. Donc toute la première partie, j'ai parlé de maîtriser son image. L'objectif de maîtriser l'image, c'est d'influencer les gens pour dégager quelque chose. Et ensuite, il y a se faire connaître, et ensuite, il y a le fait d'être reconnu. Mon objectif, avec la moustache et les chaussettes rouges, ce n'est pas de lancer quelque chose au niveau de la mode, parce que ça ne va jamais prendre, ça c'est une certitude. Mais par contre, c'est que si on se revoit à un autre moment, directement, vous vous rappeliez de moi. Et si quelqu'un à la maison, après en rentrant, vous demande « C'était qui le gars ?», vous direz « Je ne me rappelle plus, mais il avait une moustache et des chaussettes rouges. » Et si cette personne demain me voit dans la rue, elle saura que c'est moi le conférencier. Et ça, c'est particulièrement utile dans mon business, qui est un business très local, hein, comme j'ai pu vous le dire. Moi, j'ai besoin que les gens, dans le canton, sachent qui je suis et se rappellent de moi pour être connus et reconnus. Et ça, on a vu que c'est aussi maîtrisable. Ça ne veut pas dire que c'est beau, mais c'est maîtrisable. Ça, c'est un exemple. Elle, c'est Andrea Pranguet, c'est la Head of Marketing d'AXA Suisse. C'est quelqu'un de brillant et puis de physiquement intelligente. Et cette personne-là, elle avait rendez-vous avec moi le 2 décembre de l'année passée, mais elle ne se rappelait plus de mon nom. Et quand son collègue du directoire, Michele Bernasconi, lui a demandé « Tu vas voir qui ?», elle a dit « Je ne me rappelle plus, mais il a une moustache ». L'autre a pu lui dire « C'est Dylan ». Donc on voit que dans les faits, ça fonctionne. Et moi, quand j'ai accueilli Andrea Pranguet dans mon agence le 2 décembre, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allé regarder qui était Andrea Pranguet. Andrea Pranguet, vous voyez qu'elle a un pull qui est accordé à ses yeux. Mais si je vais sur LinkedIn, je peux voir que Andrea Pranguet, elle fait du personal branding. Elle a des couleurs vives, elle a des couleurs impactantes. Donc moi, vu que je dois négocier mon budget marketing, ce que je fais dans ma présentation, c'est que je vais prendre la pipette sur PowerPoint et je vais aller pipetter ces habits qui vont donner les lignes de couleurs que je vais utiliser dans toute ma présentation. Comme ça, je suis dans son univers. Et ça va favoriser les chances que je l'influence et qu'elle ait un regard positif à mon égard, parce qu'on parle la même langue, en tout cas sur les couleurs. Et il y a un dernier élément que je voulais vous partager. Je reviens à l'image ici des avocats. On a vu qu'il y a ces 3 éléments qui peuvent vous influencer dans le choix de la personne avec laquelle vous allez collaborer. Les vêtements, la taille, la couleur. Sans dire qu'il y en a un qui est mieux que l'autre. On va avoir des sensibilités qui nous sont propres. Il y a peut-être aussi des tendances qui se dégagent. Mais il y a un élément qu'on ne remarque pas, mais qui saute aux yeux et qui est traité par notre cerveau, c'est celui-ci. C'est en fait la posture. Et ça doit faire énormément réfléchir. Presque plus que le vêtement, la taille et la couleur qu'on choisit. C'est la posture. Comment on se tient, ça va dégager énormément d'indicateurs en termes de confiance. Alors on peut parler évidemment de comment les photos sont prises, qui vont mettre davantage en valeur. Ok, c'est le rôle du photographe. Il n'empêche que quand on a les mains dans les poches, quand on est courbé en avant de cette manière-là, ça, en termes de confiance, par rapport à ce qu'on va dégager aux autres, mais encore plus par rapport à ce qu'on va ressentir, poliment, on va dire qu'il y a un gros potentiel d'amélioration. Et on peut faire un exercice tout simple. C'est Tony Robbins qui avait mis ça en valeur, et puis ça s'appelle les 2 mm du succès.
Alors, ces 2 mm, il prenait l'exemple d'un golfeur. Le golfeur, quand il doit taper dans une balle de golf, s'il s'écarte de 2 mm à l'endroit où il va impacter la balle de golf, des dizaines, des centaines de mètres plus loin, il va y avoir un écart de plusieurs dizaines de mètres par rapport à là où il voulait viser. Simplement 2 mm. Et ces 2 mm, un peu plus chez nous, on les a également à ce niveau-là. Si on est comme ça, et vous pouvez le faire maintenant, si vous êtes comme ça, et si vous vous mettez simplement comme ça, là, vous pouvez péter des murs. Sans déconner. Mais si vous entrez dans une pièce ou si vous êtes devant votre ordinateur, devant votre téléphone, si vous êtes en soirée parce que vous voulez pécho et vous êtes comme ça, par rapport à comme ça, il va se passer quelque chose de fondamentalement différent en vous. Et du moment où ça devient fondamentalement différent en vous, ça va devenir fondamentalement différent chez les gens qui nous regardent, parce qu'il y a quelque chose qui se passe. Donc en conclusion, 3 choses. Mon image affecte le jugement des autres, ce n'est pas moi qui le dis, c'est comme ça. Mon image affecte mon propre jugement, l'estime que je vais avoir de moi, la confiance que je vais avoir en moi, et au final, maîtriser mon image, c'est un choix. C'est mon choix. Comment je vais m'habiller, comment je vais me tenir, c'est mon choix. Et je vous laisserai avec un dernier exemple. Vous êtes déjà allé à un événement, souvent ça va être le mariage ou une remise de diplôme, où vous vous habillez, mais comme jamais. Vous vous faites la coiffe, vous vous taillez la barbe, vous vous mettez en bombe, les talons, la robe, etc. Puis vous vous regardez dans le miroir. Putain, on a envie de faire un selfie, là. Bah, si on pouvait se pécho nous-mêmes, on le ferait très certainement, parce qu'on s'aime. Et devant le miroir, on ressent quelque chose de très très fort. Et du coup, ce ressenti, il va se décupler quand on va aller en société parce qu'on va recevoir les compliments des gens. Que les gens ne nous complimentent pas dans la vie de tous les jours. Les filles, c'est « Oh ma chérie, comme tu es belle », les mecs, c'est « T'es moins moche que d'habitude ». Et ça va encore participer à nourrir la confiance qu'on a en nous. Et quand la confiance qu'on a en nous se décuple, on est capable de faire des choses qu'on ne faisait pas jusqu'à présent. Du coup, de s'habiller tous les jours comme ça, c'est un choix. Et ce choix, comme avant il y a eu la courbe de Lamarck, il peut provoquer en vous des choses exponentielles également.